Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Décryptage au cours de laquelle nous allons parler du bien-être équin. Je suis en compagnie de Charlie Millepied que vous connaissez bien sur notre antenne. Charlie, commentateur. Et là, vous allez aussi vivre avec nous cette émission concernant le bien-être équin. Avec grand plaisir. Bonsoir à vous Sophie, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, le bien-être équin qui fait partie de notre actualité plus que jamais et pour évoquer à travers plusieurs thèmes, durant toute l'émission, ce sujet très important pour nous tous, eh bien, on a des invités à vous présenter. Le premier, il vous est certainement familier, c'est Stéphane Meunier qui est avec nous, entraîneur, driver et président également du syndicat des entraîneurs, drivers et jockeys de trot depuis 2020. Bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Bonjour Stéphane. Et à vos côtés, François Huot-Marchand, une figure qu'on connaît moins mais qu'on va apprendre à connaître. Vous êtes adjoint à l'écuyer en chef du cadre noir de Saumur IFCE, Institut français du cheval et de l'équitation. Tout à fait. Bonsoir. Le bien-être animal et plus précisément le bien-être équin fait l'objet d'une prise de conscience mondiale. Les socioprofessionnels et les autorités partout dans le monde prennent le sujet à cœur. Regardez plutôt. Selon différentes études, on s'aperçoit que les générations Z et millennials font passer la responsabilité sociétale et le respect de l'environnement avant toute autre chose. Les valeurs fondamentales de tout sport équestre doivent être en priorité le bien-être du cheval et son intégrité. Que faisons-nous pour faire de ce droit une réalité ? Les courses hippiques ont besoin d'une réforme de fond. C'est la seule condition pour éviter de disparaître. Partout, sur la planète course, cette même question. Comment se mettre en phase avec les préceptes des nouvelles générations et par là même assurer un avenir au sport hippique? En France, depuis des années, les sociétés mères et la Fédération nationale des courses hippiques ont pris les choses en main à travers la démarche Race and Care qui englobe toute une palette d'initiatives en faveur du bien-être équin. Et la communication qui en est faite sur les hippodromes auprès du public est payante. Je ne me rendais pas compte que le bien-être des chevaux était autant surveillé. Tout est propre, tout est bien soigné, les animaux ont l'air, j'allais dire, heureux. On voit qu'ils sont vraiment aux petits soins avec les chevaux et on voit que c'est des athlètes à part entière. Bientraitance, bien-être équin doivent être l'affaire de tous, organisateurs comme socio-professionnels. Les exigences croissantes de la société l'imposent pour que ce délicieux plaisir de la performance partagée entre l'homme et l'animal perdure. Stéphane, dans ce sujet, on a vu les États-Unis et l'Australie évoquer une éventuelle et possible menace de disparition des courses. Est-ce que c'est quelque chose, vous, les professionnels, que vous avez ressenti? Bon, il dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit non, il n'y a pas de crainte. Mais depuis 2 ans, on voit, nous, de l'intérieur, nos organismes arriver. C'est vrai que cette vague un peu, on va dire, spécisme ou animaliste qui veulent remettre un peu l'utilisation du cheval ou de l'équidé par lui-même un peu à plat. Et oui, je pense qu'il y a un vrai danger pour notre métier, nos disciplines, si on ne fait pas preuve d'ouverture et de remise en question sur certaines pratiques. Justement, tout au long de l'émission, on va voir ce qui est fait pour améliorer et contribuer au bien-être équin dans les courses. Et tout au long de cette émission, nous allons avoir le regard un petit peu néophyte de vous. François, pour vous présenter un petit peu brièvement, vous avez longtemps œuvré dans l'encadrement des équipes de France de natation. On peut dire que c'est votre domaine de prédilection, mais depuis peu, on l'a entendu avec votre présentation, vous êtes auprès des chevaux désormais du côté de Saumur. Quel est votre regard, du coup, vraiment de l'extérieur, qui peut être très intéressant sur les courses aujourd'hui et sur l'image qu'elle en a? Le regard porté, c'est déjà de néophyte un regard très admiratif et beaucoup de liens avec la natation. Mais pour revenir sur le sujet, effectivement, il y a le questionnement sur le prix de la performance, sur le caractère essentiel ou pas, utile ou pas, d'entraîner des chevaux, de faire ça. Finalement, c'est assez évocateur de toutes les critiques que peut avoir le sport. Mais effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas une éventualité complètement improbable. Ce que vous évoquez. En tout cas, les experts ont tendance à le dire de manière générale, quoi.
On va regarder, Charlie, d'un petit peu plus près ce que pensent les Français. Il y a un sondage qui a été réalisé par l'IFOP au cours de l'année 2020, entre le 17 et le 20 novembre plus exactement. 1022 personnes représentatives de la population ont répondu à ce sondage. Alors, vous voyez par vous-même. Diriez-vous que le bien-être des chevaux qui participent à des courses hippiques en France est assuré? 16% pensent que systématiquement il est assuré. 29% pensent qu'il est très souvent assuré. Donc quand même, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce bien-être est assuré. Et il y a quand même 11% qui est moins en faveur. Ils ont davantage de doutes, effectivement, sur la question. Ouais. Et on va voir d'un petit peu plus près. En fait, ces 11%, là où le bas blesse pour eux peut-être, dans quel domaine? Regardez de plus près. Certains pensent qu'il y a une sursollicitation au niveau de l'entraînement en course. On en reparlera dans les sujets à venir. Pour les chutes, les blessures, l'utilisation de la cravache, on en reparlera aussi. Le dopage, évidemment, qui va être un thème fort aussi, Sophie, de cette émission. Plus de 80% qui ont pas mal de doutes à ce sujet. Et puis enfin, le mauvais traitement au quotidien, ça aussi. On sent que les gens peuvent douter de cela et ça va faire partie de nos grands thèmes de cette émission, de montrer effectivement qu'au quotidien, eh bien, le bien-être de ces chevaux est assuré. Je n'en dis pas plus parce que l'émission va être longue. On va tout de suite d'ailleurs regarder le sommaire ensemble de cette belle émission. 5 thèmes, je vous l'ai dit, qui sont présents au cours de cette émission et on va commencer par les écuries aux petits soins. Comment le quotidien du cheval de course s'orchestre et la relation qu'il a avec son entraîneur et son équipe. Puis nous verrons dans le thème 2 comment le sujet du bien-être est abordé sur les hippodromes. Le fameux sujet de la cravache, évidemment, qui revient très souvent, qui est souvent utilisé un peu comme le symbole, on l'a appelé la mal-aimée. Quelle vie, Charlie, pour les chevaux après les courses? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre dans la 4e partie. Et enfin, je l'ai évoqué il y a quelques instants, la question fameuse du dopage, cette lutte contre le dopage. Nous verrons comment elle s'organise et avec quelle efficacité également au fur et à mesure des années. Voilà une émission bien riche que l'on va poursuivre et même démarrer très franchement maintenant avec le thème numéro 1. Nous l'avons nommé des écuries aux petits soins. C'est cette question du quotidien. Nous avons été à la rencontre d'un entraîneur, Michael Serror, qui entraîne des galopeurs. Et vous y êtes d'ailleurs allé personnellement, Sophie, pour assurer ce tournage du côté de Coix-la-Forêt, près de Chantilly, pour eh bien, tout simplement regarder un petit peu comment vit un cheval de course dans son quotidien auprès de son entraîneur et de l'équipe qu'il a autour de lui. On va regarder ce tournage réalisé par votre soin, Sophie, en compagnie de Frédéric SH et Benoît Coé. Sophie, salut, comment ça va? Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Bon, on vient voir un peu comment ça se passe chez toi? Eh ben, écoute, ravi de vous accueillir. Merci. Tu nous emmènes? Allez, c'est parti. Comment tu qualifierais ta relation avec les chevaux de ton écurie? Mes chevaux font partie de la famille, c'est-à-dire je les aime comme si c'était mes bébés, donc voilà, j'ai une relation un peu... on va dire peut-être que tous les entraîneurs n'ont pas cette relation avec leurs chevaux, mais moi j'essaye de garder cette relation-là avec mon effectif. Et tu as l'impression que tu prends plus soin d'eux que par exemple tu prends soin de toi? Ah bah je peux vous dire que oui. On passe notre temps à penser à comment faire pour améliorer, pour que les chevaux soient mieux, pour que les chevaux soient mieux, pour que les chevaux soient mieux. Enfin, je passe mon temps à vivre comme ça, donc forcément ils sont mieux que moi. Et comment tu fais pour leur donner l'envie de faire leur métier de cheval de course? C'est le travail de toute l'équipe de tous les jours, hein. C'est vivre avec, les aimer et voilà. Alors oui, de leur demander d'aller au maximum de leur capacité physique, tout en respectant la nature du physique. Donc voilà, pour ça, il faut bien les écouter. C'est la partie la plus importante dans ton travail, leur garder un bon mental? C'est plus ma partie à moi, c'est-à-dire que celle de mon premier garçon, lui c'est plus pour le coup tout ce qui est musculaire, articulaire, etc., tendineux, de vérifier tout ça tous les jours. Moi, je le vois sur le travail, mais lui, il le regarde au box. Et après, moi, ma partie à moi en plus, c'est vraiment l'aspect psychologique du cheval, s'assurer que le cheval arrive aux courses avec une vraie envie d'aller combattre et de courir. Tac. Voilà, là, tu as là je vais sortir le téléphone pour connecter, récupérer les données. Les capteurs, tu les poses tous les jours ou que quand ils travaillent, les chevaux? À tous les galops, il y a 2 chevaux qui l'ont. Parce que bon, j'en ai que 2, mais c'est déjà bien. Il y en a qui n'en ont pas. Et
Donc en fait, si tu veux, les plusieurs données, c'est déjà la vitesse. Donc moi, ça me réconforte dans mes galops, savoir s'ils ont été vraiment au rythme que j'avais demandé. Après, on voit le rythme cardiaque du cheval, la récupération rapide, la récupération à 15 minutes et à 30 minutes. Voilà, le travail de ce matin. Donc là, c'est le graphique. En bleu, tu as la vitesse et en rouge, le rythme cardiaque. Donc là, on peut voir que le cheval est rentré vraiment bien dans le cadre, donc il a très bien accepté son travail. Toutes ces données, c'est devenu un indispensable pour toi? Un indispensable, non, mais c'est un plus. Je veux dire, c'est que si on est dans la recherche, si on est dans le constant progrès, on ne peut pas se permettre de ne pas travailler avec ça parce qu'il y a vraiment des données qui sont vraiment très intéressantes et qui nous forcent à améliorer les chevaux, la compétition et le bien-être. Donc oui, ça devient indispensable. Bon, bah allez, on va bosser? Allez, on y va. Alors là, Mickaël, on a Castellet qui a le droit à une petite balnéo. Ouais, exactement. Donc là, les chevaux qui ont travaillé dur ce matin. Bon, c'est pareil, comme ça prend beaucoup de temps, on ne peut pas le faire à tous les chevaux, mais on essaye un maximum après les galops. Et donc là, il est dans des bottes balnéo, donc avec de l'eau, du sel d'Epsom qui a des effets anti-inflammatoires, et de la glace pour bien refroidir les membres après le travail. Donc pour la récupération, c'est top. Et puis, mis à part le fait de la récupération là, qui va être très actif sur les antérieurs, rien que le fait d'être avec un cheval, de passer du temps, de lui accorder du temps, pour lui, c'est déjà vraiment du... Au niveau de son mental, ça lui apporte que du positif. Complètement. Là, il y en a à peu près pour une dizaine de minutes? On les laisse 15 minutes, ouais. Mickaël, pour conclure, finalement, on peut dire que le bien-être équin, c'est finalement une évidence dans ta vie d'entraîneur? Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, on est tous... chaque entraîneur, chaque personne qui travaille dans les écuries de course sont des gens qui sont passionnés et qui aiment les chevaux. Donc forcément, la première chose à laquelle on pense dès le réveil, c'est le bien-être du cheval. Et on ne peut pas demander à un athlète d'être un bon compétiteur s'il n'est pas en bonne santé. Donc tout ça, ça va avec. Stéphane, on a vu Mickaël Serror qui fait partie de ces entraîneurs très proches de leurs chevaux. Le fait d'être avec eux au quotidien, c'est quand même un atout. C'est un atout, puis je vais revenir sur ce qu'il disait à la fin. On a, avec l'IFCE et les deux associations Troy et Gallo, on avait fait une grosse étude sur l'attractivité des métiers. 2000 salariés ont pu répondre sur le bien-être au travail. Et la première chose qui restait dans une écurie ou qui quittait une écurie, c'était la notion de bien-être animal et le traitement des animaux. Donc il faut aussi que nous, l'écurie, on soit adaptés à ce principe-là, sinon le personnel, il s'en va. C'était vraiment la première cause de départ d'un salarié, c'était même pas le salaire, c'était même pas le respect pour lui, c'était le respect de l'animal. On était très surpris quand même que nos salariés soient autant impactés par cette notion de bien-être animal. Tant mieux. Ce qui est rassurant, parce que c'est eux qui sont tous les jours avec les chevaux. Et François, votre expérience dans le sport de haut niveau, quel est votre regard sur l'entraînement justement d'un grand athlète? Il doit forcément arriver à un consentement, une adhésion de ce qui lui est demandé pour performer. Je rejoins vraiment les propos là, parce que d'un point de vue très pragmatique, si on veut vraiment être au top niveau et au maximum de son potentiel le jour J, il y a forcément un contrôle de la charge d'entraînement et l'adhésion au quotidien. Parce qu'en natation, on s'entraîne en général 6 heures par jour, mais il reste 18 heures dans la journée. Donc, s'il n'y a pas une adhésion, il peut se passer beaucoup de choses dans les 18 heures qui restent. Messieurs, si vous le voulez bien, on va accueillir Gabriel Inders, entraîneur au galop que vous connaissez aussi forcément. Gabriel, vous êtes avec nous. En tant qu'entraîneur, comment vous contribuez au quotidien au bien-être à l'écurie de vos chevaux? Nous, c'est un travail qu'au quotidien, on les connaît par cœur. Juste le moment où on nourrit les chevaux, chaque cheval, tous les jours, quand on va prendre la gamelle d'alimentation, il va avoir un comportement. Et comme c'est tous les jours les mêmes personnes qui nourrissent les mêmes chevaux, si un jour le cheval ne va pas venir à la porte appeler la nourriture, ça veut dire qu'il peut être malade, tout ça. Donc déjà, la connaissance de chaque cheval au quotidien des mêmes personnes fait que, par exemple, s'il est un petit peu moins bien, s'il n'a pas le moral, eh ben, les gars viennent nous le dire. Après, on adapte, soit ils travaillent moins. Déjà, il y aura une prise de température qui va être automatique.
Et après, si on voit qu'il est moins bien, ils vont travailler moins. On va essayer de les mettre un petit peu au paddock. Et Gabriel, on a vu dans le sujet de votre confrère Michael Serror l'utilisation d'outils technologiques. J'imagine que vous y avez recours également. Ça vous aide à mieux cerner le cheval, à mieux prévenir aussi ses faiblesses? On peut remarquer maintenant que grâce à ces outils, lorsqu'il y a un petit souci physique au moment du travail, on le voit très facilement et on a des vétos qui viennent toutes les semaines et de manière régulière pour suivre nos chevaux. Il y a des ostéopathes qui viennent. Enfin, voilà, il y a un vrai suivi comme un athlète humain pour s'assurer que tout aille bien pour le cheval. Gabriel, vous faites partie des professionnels qui œuvrent pour le bien-être au niveau des associations, mais aussi avec les sociétés de course. Vous organisez des portes ouvertes dans votre écurie. Et est-ce que vous avez déjà eu des personnes qui sont arrivées avec des préjugés et qui sont reparties au contraire bien avec un autre avis? En fait, il y a beaucoup de gens qui critiquent les courses ou les chevaux, mais bien souvent, c'est des gens qui ne se sont jamais réellement occupés d'animaux. Et lorsqu'ils prennent conscience de la quantité de travail que ça représente, il faut savoir que les gens qui travaillent dans le monde des chevaux vouent leur vie aux courses. Du lundi matin au dimanche, on est tous les jours à penser à nos chevaux, tous les jours à s'en occuper. Donc c'est vraiment une vocation. Et si on n'est pas passionné et si on n'a pas envie que nos chevaux soient bien, on ne le ferait pas. Autant aller conduire un bus et moi le week-end être tranquille. Moi j'ai eu une personne qui est venue, qui n'était pas antispéciste, mais on n'en était pas loin. Et il s'est rendu compte que finalement, un cheval au quotidien chez moi est certainement mieux que, entre guillemets, à se laisser mourir au pré d'ennui parce que on a quand même créé des athlètes faits aussi pour les courses et la compétition. Merci Gabriel pour votre vision. Merci d'avoir été avec nous. Et justement, comment voir au quotidien que tous ces points concernant le bien-être des chevaux de course sont respectés. En 2016, les sociétés mères ont signé une charte qui comporte 8 mesures. Les 8 points que vous allez voir juste ici. En fait, cela inclut des contrôles vétérinaires du bien-être équin dans les écuries de course. Alors, qu'est-ce qu'on regarde dans ces 8 mesures, Charlie? La relation de confiance entre l'homme et le cheval, par exemple. Si les chevaux ont une alimentation adaptée et suffisante aussi, des accès à l'eau, etc. Tout à fait. Des besoins de vie. Il y a aussi des contacts positifs entre les chevaux, le niveau de l'élevage, prévenir et soulager la douleur, comme vous l'avez évoqué avec Gabriel. Et puis assurer aussi une fin de vie décente. Ce sont des points qui peuvent paraître logique et attendue de tous, mais c'est vrai que c'est important de les rappeler et de voir surtout qu'il y a un véritable contrôle au sein de chacune des écuries. Alors là, on parle évidemment des acteurs du moment, qu'ils soient entraîneurs ou cavaliers du matin, mais qu'en est-il des futures générations? Sont-ils touchés par ce sujet du bien-être? Et bien justement, Sophie, là encore, elle en a fait beaucoup des kilomètres. Sophie, vous êtes allée à l'école des courses de Gouvieux, à la FASEC, pour rencontrer ces jeunes à l'école. Qu'en pense-t-il du sujet du bien-être équin? Écoutez, c'est très intéressant. Laura, vous êtes formatrice technique au sein de l'école des courses hippiques de Gouvieux. Comment le bien-être équin est intégré dans la formation des apprentis? Alors, la notion de bien-être équin est vraiment intégrée tout au long de la formation, en zootechnie, en agronomie. Il n'y a pas une matière spécifique dédiée à ça, bien sûr, mais c'est à la fois beaucoup à l'école, en entreprise. Donc, ils peuvent mettre en lien ce qu'ils voient, ce qui est fait en cours, ce qui est fait à l'écurie d'application, donc la partie technique complètement, en cours une partie théorique, et après ce qui est mis en œuvre dans leurs écuries, ce qui est possible, pas possible, etc. Quand on vous parle de bien-être équin, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, sans parler forcément du bien-être équin, on peut aussi parler du bien-être animal. De manière générale, en fait, c'est un petit peu la même chose. Il faut que l'animal il se sente bien, qu'il aille bien dans sa tête. Et il ne faut pas confondre non plus bien-être et besoin, parce qu'il pourrait y avoir les besoins primaires, manger, dormir, et c'est pas parce que ces besoins sont remplis que l'animal va forcément se sentir bien. Si on regarde vers le futur, quand on parle des courses et du bien-être équin, vous pensez que vous, votre génération, elle a un rôle à jouer sur l'avenir des courses? Honnêtement, je pense, et j'espère que c'est le cas de tout le monde, que tout le monde pense qu'on peut, notre génération, faire évoluer les choses, parce que même si en soi on prend soin de nos chevaux, bien sûr, c'est pour ça qu'on fait ce métier, mais il faut qu'on le fasse comprendre aux gens qu'on n'est pas des fous et qu'on ne torture pas nos chevaux.
Merci en tout cas d'avoir été attentif. Bonne continuation à vous en tout cas. Merci. Très poli, ma chère Sophie. C'est vrai qu'on sent qu'ils sont réellement impactés. Hein. Ça les touche, c'est quelque chose qui pour eux est presque inné, mais c'est une question de génération aussi, puisqu'ils ont grandi là dans les années 2000 et donc sont tout de suite impactés par ce sujet du bien-être équin. Et c'est plutôt rassurant pour la suite des années à venir. Voilà pour la fin du premier thème. On va maintenant passer au suivant, qui va concerner cette fois-ci les hippodromes. La course au bien-être, c'est comme cela que nous l'avons intitulé, parce que certes, il y a tout cet aspect préparation dans les écuries, mais ensuite, in fine, c'est bien sûr pour la compétition, pour les hippodromes, et on va regarder un petit peu comment les hippodromes s'organisent pour accueillir au mieux nos sportifs chevaux sur leur site. Pour cela, eh bien, Christelle Schneider s'est rendue le 11 novembre dernier lors d'une journée labellisée Race and Care sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie pour comprendre un petit peu mieux l'organisation d'une journée de course sur un hippodrome. Regardez. Le bien-être, ça va se gérer bien en amont de l'arrivée du cheval. Dès nos courses terminées, les box sont vidées en intégralité, balayées et désinfectées. Ce qui fait qu'on va garantir au cheval qui va arriver par la suite d'avoir un box sain, avec une paille saine qui n'a pas été souillée. Et donc on évite aussi les problèmes éventuels de contamination en termes de maladies ou de dopage. Et in fine, on vient imposer ce qu'on appelle un scellé. Aujourd'hui, il y a un contrôle qui est fait sur les pailles. Là, par exemple, dernièrement, on a un camion qui est reparti parce que la paille présentait beaucoup trop de poussière ou beaucoup trop de moisissure, ce qui peut éventuellement créer des problèmes respiratoires chez le cheval. Cette fois-ci, on n'est plus sur des box, on est sur ce qu'on appelle des stalles. Et quelquefois, certains sont plus stressés d'être en box qu'en stall. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ils ont une espèce de sentiment de liberté, même s'ils sont attachés, ils ont plus de possibilités de voir un peu ce qui se passe autour et c'est moins stressant. Le plus important aujourd'hui en termes de bien-être, c'est le respect, je dirais, morphologique du cheval. Sur des pistes trop dures, on aura forcément des problèmes d'articulation, des problèmes tendineux. On doit leur apporter une qualité, je dirais, homogène partout sur la piste. Et là, en l'occurrence, on profite des échauffements pour s'assurer que les marques laissées sur la piste donnent satisfaction en termes de souplesse, mais aussi d'adhérence. Aujourd'hui, on a toute une chaîne de suivi en cas d'accident ou même de problème de colique jusqu'à la clinique. C'est-à-dire qu'on est capable de traiter un cheval blessé, de le transporter, de l'amener en clinique rapidement, quasiment dans l'heure, en fait. Dans la mesure où on respecte autant, je dirais, nos chevaux, on engage autant de moyens pour nos chevaux, pour nos jockeys, c'est déjà le signe que les choses évoluent vraiment dans le bon sens. Le règlement a évolué parce que quelquefois, on s'est aperçu que des équipements pouvaient être contraints, pouvaient blesser le cheval. La cravache aussi, le règlement a beaucoup évolué. C'est filmé, c'est observé, c'est surveillé. Les amendes, elles tombent, les sanctions, elles tombent. Donc il y a beaucoup d'encouragement de la voix, des mains, des bras. Alors ça peut surprendre, mais là, c'est pas répréhensible dans la mesure, c'est pas brutal. C'est simplement pour accompagner le cheval. Par contre, on vient de voir un driver là, qui a utilisé sa cravache, lui sera certainement sanctionné. Sur les 2 ou 3 dernières années, la prise de conscience, elle a été partagée par tous. Je crois que maintenant, les drivers et les professionnels, ils sont attentifs. Et le public s'en porte que mieux. Je crois que l'image de course s'en porte que mieux. On est un peu des gendarmes pour le bien-être animal. Mais en finale, ce qu'on veut, c'est surtout du bien-être animal. C'est pas de sanctionner des jockeys. Le bien-être animal, c'est pas contre eux, c'est avec eux. Le bien-être animal, nous, il est en fait de faire en sorte que les opérations de prélèvement, que ce soit aussi bien urine que sang, se passent bien. Du style, pour qu'un cheval urine en rentrant de l'effort, il faut qu'il soit déstressé, donc il faut qu'il retrouve un état normal physique et psychique. Donc première chose, il est tranquille dans son box, il vient ici quand il a récupéré de l'effort physique. Et le but, c'est de l'avoir bien ici pour qu'il soit suffisamment décontracté pour uriner. Et après, on fait une prise de sang dans des conditions qui sont tout à fait là où le bien-être est respecté, dans le sens où on n'a pas le droit, et on s'interdit d'utiliser des moyens décoercitifs, genre tornés ou autres, qui sont strictement interdits. Ce qui a évolué surtout, c'est les mentalités. Dans le sens où avant, un cheval qui bougeait, on avait tendance à être vite autoritaire, que maintenant elle est beaucoup moins. On essaye de comprendre un peu la psychologie et de s'adapter au cheval, ça c'est clair et net.
Il y a une prise de conscience très nette, très nette, depuis quelques années. Le bien-être animal, qui il y a 20 ans, c'était une utopie. Aujourd'hui, c'est devenu une véritable norme. Le fait de considérer les chevaux comme des sportifs à part entière, c'est quelque chose qui est acté et qui sera définitivement ancré dans le monde des courses. Stéphane, en tant qu'entraîneur driver, vous faites beaucoup de kilomètres partout en France. Est-ce que vous voyez des efforts faits sur tous les hippodromes, que ce soit du plus petit jusqu'au plus grand? Ah oui, puis moi je leur dis bravo. Bravo parce que les contraintes qu'on a eues cet été, ou des fois avec les fortes chaleurs, les adaptations avec les horaires, des courses qui commençaient à 9 h, je crois, au quai à Auteuil et à Enghien. Et ce n'est pas fini parce que le climat fait qu'il va falloir continuer de s'adapter. Oui, après, il faut peut-être revoir le calendrier, revoir peut-être l'adaptation de champs de course par rapport à d'autres. Non, il y a eu vraiment une prise de conscience. La petite province, avec les petits moyens qu'ils ont, font des efforts considérables, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que financièrement, ils ont des petits budgets, donc on leur demande beaucoup de choses, et ils le font, avec des bénévoles. Bénévoles, c'est important de le préciser, beaucoup de bénévoles comme salariés. Non, bravo. Moi, je leur dis vraiment un grand chapeau et un grand merci, parce que sinon, c'est une partie de la filière qui est un peu méconnue, et sans elle, il n'y aurait pas de course. François, le lieu de compétition, là où tout se joue, là où le grand public aussi observe les acteurs, c'est important qu'ils soient bien encadrés. Oui, c'est fondamental. Sur les compétitions, c'est d'ailleurs à très haut niveau là où se joue la différence, clairement. La plupart des sportifs sont absolument entraînés pour le moment du match, mais tous les alentours, finalement, toutes les équipes, dans tous les sports au niveau international, font très attention à ce que j'appellerais les risques évitables. Ces petits détails qui font des grandes différences et qui ne sont pas visibles. Et que finalement, quand ils sont faits, tout le monde est tranquille. C'est vrai que c'est un peu... je m'associe au remerciement, parce que c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que si tout est prêt, on a l'impression qu'ils font rien. En fait, c'est des métiers où ils sont tellement dans la préparation que leur compétence, elle est liée au fait que on les sollicite finalement peu, parce que tout est prêt. Ouais. Et donc, ça renforce le côté un peu invisible, mais finalement, c'est bien aussi de valoriser tous ces invisibles sans qui, finalement, le spectacle n'existe pas, quoi. Alors justement, rendons-les visibles autant que l'on peut dans cette émission, puisqu'on va accueillir le président des hippodromes de Lyon, chez qui nous avons tourné ce reportage, c'est Jean-Claude Ravier. Monsieur Ravier, merci beaucoup d'être avec nous. Votre rôle, il est évidemment essentiel, parce que l'hippodrome, comme on le disait, c'est la vitrine de notre sport auprès du grand public qui vient sur vos champs de course. Bonjour à tous, merci pour cette émission. Effectivement, l'hippodrome, c'est le lieu où se déroule la compétition. Donc, notre rôle est souvent un rôle en amont, un rôle caché. Je crois que ça a été souligné. Les chevaux ont besoin d'une certaine routine, et donc notre rôle est d'essayer de leur maintenir cette routine. Alors je le disais, Monsieur Ravier, nous sommes venus tourner ce reportage sur un jour bien précis, le 11 novembre dernier, journée qui était labellisée Race and Care. Dites-en-nous un petit peu plus. Il y a près de 60 hippodromes en France qui ont organisé cette année une journée comme cela à l'encontre du grand public. Tout à fait. Je représente tous les hippodromes français, et en particulier les 57 qui ont organisé des réunions Race and Care. Donc notre rôle, c'est quoi? Le cheval arrive le matin ou la veille de la course. Il faut qu'il trouve donc un box aéré, propre, avec de la paille ou du copeau. Ensuite, il faut qu'il puisse marcher, puisque c'est un athlète, donc il a besoin de s'échauffer. Il faut qu'il puisse faire son hit au trot. Et tout ça, notre rôle est de préparer tant les box, les infrastructures, que les pistes de compétition. Et le travail, il ne se fait pas le jour même, il se fait toute la semaine ou tous les jours qui précèdent la course. C'est du travail manuel, c'est du travail de tracteur, c'est du travail avec des herses. C'est un travail de l'ombre, mais c'est un travail nécessaire. Nous sommes tous des passionnés de chevaux, des amoureux de chevaux, et il faut qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour la compétition. C'est notre rôle pour aussi bien les chevaux, accessoirement, et pas accessoirement d'ailleurs, pour le bien-être humain aussi, pour les drivers et les jockeys. Merci beaucoup, Monsieur Ravier, de cet éclaircissement sur ce qui est fait sur tous les hippodromes de France pour poursuivre bien cette amélioration du bien-être des chevaux, et surtout le montrer au grand public, parce qu'on l'a souvent toujours fait peut-être, mais surtout il faut le montrer.
Charlie, vous le disiez, près de 60 hippodromes qui organisent chaque année une réunion Race & Care. Et justement, le président Le Trot, Jean-Pierre Barjon, avait un petit mot à dire à ce sujet il y a quelques semaines. Le spectacle, la performance s'associe forcément avec le bien-être animal. Et il nous faut remercier ici tous ces hippodromes, d'ailleurs les 60, mais les plus petits, les plus grands, qui comme nous, accueillent avec passion, plaisir, mais aussi un grand respect ces compétiteurs qui sont nos chevaux. Évidemment, nous espérons que de plus en plus d'hippodromes pourront à l'avenir accueillir ces journées Race & Care en vue du grand public. Écoutez, on s'est déjà dit pas mal de choses, mais l'émission est loin d'être finie. On va se quitter un instant, une courte page de publicité, et puis on enchaîne avec la troisième thématique ensuite. Et nous sommes de retour dans notre émission Décryptage consacrée au bien-être équin. Nous allons maintenant aborder notre troisième thématique. Troisième thématique intitulée Cravache, la mal-aimée. Stéphane, elle est le symbole qui donne quand même une mauvaise image aux courses. Ah bah oui, elle est symbole de coups donnés à l'équidé. Donc elle peut être mal interprétée. Maintenant, c'est des cravaches qui sont adaptés, qui font plus de bruit que de mal pour les cravaches pour le monter, comme au galop, comme au trot. Et à l'attelage, les coups sont très réglementés et la façon d'accompagner son cheval est réglementée aussi. Donc c'est la mal-aimée, mais maintenant, ça reste un guide. On en a besoin pour guider notre cheval. Donc c'est à nous d'expliquer aux gens que cette mal-aimée, il faut arriver à l'aimer. Alors François, justement, avec les images qui circulent aussi autour de vous, comment vous voyez cet ustensile-là, qui, c'est vrai, est souvent le premier fait marquant de ceux qui veulent lutter contre les courses? Ouais, j'ai envie de dire, il y a un avant-après. Avant de reconnaître un petit peu le milieu de l'équitation, effectivement, je me demandais pourquoi c'était utile, et puis finalement, pourquoi ne pas l'enlever, parce que je n'y connaissais absolument rien. Et le fait de côtoyer les écuyers du Cadre Noir qui ont leur stick aussi et qui l'utilisent pour donner beaucoup d'informations avec beaucoup de subtilité, et pour lesquels, sans ces ustensiles, ils ne pourraient pas obtenir ce qui fait leur rayonnement international. Mais ce n'est pas du tout coercitif, au contraire, c'est vraiment pour donner de l'information. Et là, j'ai vraiment découvert cet usage-là. Ça fait partie de la performance, quoi. Mais vous comprenez que ça puisse choquer? Bien sûr, puisque c'est effectivement, on parle de coups. Et encore une fois, des personnes qui ne connaissent pas finalement le pourquoi derrière. Alors, ce qui est important, c'est que cet usage, il soit aussi réglementé. Et sur ce plateau, pour en parler, on va accueillir Christine Audegar tout de suite, qui est notre journaliste hippique internationale. Et avec vous, Christine, bonjour déjà. On va voyager, on va faire un petit tour du monde, notamment dans les pays majeurs qui organisent des courses hippiques, de la réglementation qui est faite selon les pays. Oui, commençons par les États-Unis. Pour répondre à une crise dans l'image des courses américaines, l'autorité de l'intégrité et de la sécurité des courses vient de réguler l'utilisation de la cravache au niveau fédéral et de mettre en place une limite de 6 coups durant tout le parcours. Avant, certains États n'avaient pas de limite. Maintenant, ce sont les mêmes règles partout dans le pays. Et des études ont depuis démontré qu'il n'y a pas eu d'effet sur le chiffre d'affaires des paris ni sur la vitesse des courses. Christine, sur Equidia, on voit souvent des courses en Argentine et au Chili. Qu'en est-il là-bas en Amérique du Sud? Dans le règlement argentin, aucune limitation n'est évoquée. Dans le code des courses brésilien, on stipule que la cravache ne peut être utilisée que de façon modérée. Au Chili, sur certains hippodromes, l'utilisation est limitée à 15 et à 10 pour les 2 ans, mais illimitée sur d'autres. Qu'en est-il du côté de l'Asie maintenant? À Hong Kong et au Japon, il n'y a pas de limite. Mais des actions disciplinaires peuvent être prises pour des usages excessifs, inutiles ou inappropriés. On s'aperçoit finalement que les excès sont rares. En revanche, là-bas, les jockeys peuvent être appelés chez les commissaires s'ils ne sollicitent pas suffisamment leur cheval. C'est intéressant, ça. C'est peut-être aussi au niveau culturel, en fait. Ils n'ont pas de limite, mais finalement, rares sont les abus. Et près de chez nous, en fait, sur le continent européen, tout simplement? En Irlande, une 9e sollicitation entraîne automatiquement une enquête et une sanction des commissaires. En Grande-Bretagne, début 2023, de gros changements ont été actés. Le nombre de sollicitations autorisées reste le même, 7 en plat, 8 en obstacle. C'est la tenue de la cravache et les sanctions encourues qui changent. Les jockeys tiendront désormais la cravache d'une façon différente. Plus comme ça, mais vont devoir la tenir comme voilà, ça. En revers, c'est pour limiter l'élan et la force de l'action des jockeys. C'était avant. Il y avait plus d'amplitude avec ce geste-là que désormais. Certains sont allés beaucoup plus loin et plus stricts. Oui, en 1986, le gouvernement norvégien adopte une loi sur la protection des animaux et un paragraphe dans celle-ci précise
Que la cravache comme moyen de sollicitation est interdite. Le directeur du Jockey Club norvégien précise que le meilleur cheval gagne avec ou sans la cravache, statistique à l'appui. Elle reste cependant autorisée dans les courses de 2 ans et en obstacle pour des raisons de sécurité. Depuis le début de la saison 2022, la Suède et le Danemark se calent sur le modèle norvégien et interdisent la cravache comme instrument de sollicitation. Plus près de chez nous maintenant, on va rentrer un peu à la maison avec la France et nos voisins européens. Oui, c'est en France et en Allemagne que le règlement est le plus restrictif en Europe continentale. Seulement 5 coups sont autorisés au total et la façon de se servir de l'outil est très encadrée également. On a parlé beaucoup du galop. On va parler du trot, ce qui intéresse aussi Stéphane qui est présent en plateau. Il est au courant, bien évidemment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les trotteurs ? En France, le barème des sanctions concernant l'usage de la cravache a subi des modifications ces dernières années, tant à l'attelé qu'au monté. Et son usage abusif est interdit. Malgré l'UET, les règlements européens diffèrent, mais les autorités épiques travaillent ensemble de façon rapprochée. Il n'y a pas d'harmonisation encore, finalement. Merci beaucoup, Christine, pour ce joli voyage et ce tour d'horizon de la réglementation de la cravache. Stéphane, c'est un sujet important, c'est un sujet qui vous implique depuis longtemps. Nous, on est quand même pour une réglementation forte, mais un maintien de la cravache, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que c'est un guide. Maintenant, pour tout fait et geste sur un hippodrome qui pourrait aller à l'encontre de l'intégrité du cheval, c'est-à-dire un driver ou qui taperait son cheval d'une manière vraiment très sollicitée, ou des actes ailleurs sur l'hippodrome, c'est-à-dire pour monter un cheval dans un camion, se fâcher, on peut maintenant avoir une sanction immédiate de 1 mois de suspension. Donc les sociétés mères ont vraiment durci les sanctions, on les encourage pour tous ces faits contre l'intégrité du cheval. Et rappelons que pour les coups de cravache au galop, il y en avait 12, 10, 8 autorisés jusqu'à quelques années. Puis là, ça s'accélère vraiment. 6 et désormais 5 coups de cravache maximum dans une ligne droite, avec, vous le disiez, des sanctions qui en plus se sont maintenant alourdies, allant jusqu'à même des suspensions. Merci Stéphane pour cet éclaircissement et on a mis en perspective la France donc autour de tous les pays majeurs des courses hippiques au sujet de cette cravache. Nouveau sujet désormais, on va évoquer l'après-vie pour les chevaux de course. Alors l'après-vie de cheval de course, vous l'aurez compris évidemment, parce que certes, nos amis les chevaux sont là pour la compétition, mais après, que se passe-t-il ensuite lorsqu'il s'agit de prendre leur retraite? Est-ce que Stéphane, vous connaissez Masloub? Ça vous dit rien? Il est juste derrière vous. Masloub, c'est un Hongre de 6 ans qui a couru à 3 reprises. Il a été né et élevé pour être un cheval de course et ces 3 sorties, je vous invite à ne pas aller les revoir parce que c'était pas fameux, c'était tout simplement pas son sport. Et donc, il a fallu bien trouver une porte de sortie pour cet attachant cheval. Regardez bien ce qu'il devient après cette courte carrière de cheval de course. Masloub, c'est un cheval qui a été élevé pour les courses de pur sang au galop. Il a été acheté par Alshakab Racing aux ventes de Yearling. Ses qualités physiques ne lui permettaient pas de performer sur les hippodromes et donc il fallait lui trouver un meilleur avenir, plus adapté à son caractère et à son physique. Et on sait que c'est possible avec les écuries de reconversion. Les chevaux ont une importance et c'est important pour le Cheikh Johan, qui est le propriétaire d'Alshakab Racing, de promettre une belle vie à l'ensemble des chevaux, même s'ils ne sont pas assez performants. Masloub est arrivé au Pony Club il y a 1 an à peu près, un petit peu moins d'1 an. Et on a pu commencer à le travailler dès son arrivée, quoi. En règle générale, c'est pas le cas. L'avantage de Masloub, c'est qu'il a un super mental. C'est un cheval qui est très froid dans sa tête, qui est gentil, qui bouge pas, et c'est un sacré avantage d'avoir des chevaux d'enseignement comme ça, quoi. À partir du moment où le mental est pas trop chaud, on peut en faire avec le temps qu'il leur faut, mais on peut les revenir très bien pour des chevaux d'enseignement, d'obstacles, de balade. Le travail qu'il faut effectuer avec les chevaux reconvertis, c'est que déjà, il faut leur apprendre la base, à accepter les jambes, puisque les chevaux de course, et encore une fois, c'est un monde que je connais pas bien. Moi, je récupère derrière ce monde. Mais quand je vois même à l'entraînement ou quand ils sont en course, voilà, ils ont la jambe ici, quoi. Donc ils n'ont pas le contact. Et ça, il y a des chevaux qui l'acceptent, et des chevaux qui l'acceptent moins. Pendant 1 an, on lui a fait découvrir plein de choses et on a pu voir ce qui pouvait lui correspondre, ce qu'il aimait faire. Et Masloub a toutes les caractéristiques pour faire un très bon cheval de police montée. Le mental, la corpulence, la force. Et il partira très probablement du côté de Tarbes en formation spécifique. Il a peur de vraiment rien.
Voilà. On l'a déjà emmené en ville, sur la route, passer des gros camions. Il a peur de rien. Donc c'est vraiment, je pense, ce qui va lui convenir. C'est à contre-cœur que je me sépare d'un cheval comme ça. Ça, c'est un pur sang de 6 ans. 6 ans. C'est quand même exceptionnel. Les pur sang, ils peuvent s'adapter à toutes sortes de disciplines. C'est des chevaux qui sont très généreux. C'est un vrai exemple de polyvalence en fait, parce qu'à la fois il a été aux courses et aujourd'hui il se dirige vers encore une nouvelle vie qui est celle peut-être de cheval de police monté. Donc en fait ça démontre toute la polyvalence des pur sang. Le voici donc ce sympathique sujet sur Maslow réalisé par Geoffrey Thomasin avec l'aide à la reconversion bien sûr d'Au-delà des pistes, vous l'avez vu, qui travaille avec les équipes présentes sur le sujet depuis 2016 maintenant pour aider à la reconversion des chevaux de course. D'ailleurs Gabriel Linders, que l'on a eu tout à l'heure, est membre du conseil d'administration. Stéphane, beaucoup de gens pensent que la retraite d'un cheval de course, c'est la libération, la liberté enfin pour le cheval. Est-ce que c'est vrai ? Je sais pas. Non, mais après. Les chevaux peuvent être malheureux en retraite dans un pré, oui. Ça s'est vu très régulièrement. Les chevaux ont besoin de ce contact aussi. Tout à l'heure, on parlait, je ne sais plus, on est venu à parler des chevaux après, mais il y a beaucoup d'étalons qui continuent d'être attelés ou à travailler parce qu'ils ne supportent pas le fait d'être inactifs. Hein. Workaholic, Aura Dupin, par exemple, sortait attelé tous les jours. Reddy Cash continue à être entretenu parce que c'est des sportifs, ils ont besoin d'avoir. De continuer, alors peut-être pas la compétition, mais au moins de sortir, d'avoir leur balade. Mais oui, je trouve que cette notion qu'on fait, que le galop a instituée avec Au-delà des pistes, que nous, au trot, on continue avec les deux associations, Passerelle et la Fédération de reconversion, la FFR. est important parce que ça montre qu'on est une filière équilibrée, c'est-à-dire qu'on sait comment rentrer nos équidés, on sait s'occuper d'eux pendant la charge de la vie de compétiteur, et maintenant on sait aussi gérer la fin de vie avec la reconversion. Je crois que c'est exemplaire, puisque effectivement, en vous entendant, il faut retrouver le carburant dans la nouvelle vie, en fait. Mais il va être un peu similaire à celui d'avant. C'est peut-être d'autres défis, il y en a qui montent des entreprises, etc. Et effectivement, tout cet accompagnement-là que vous évoquez, ça me semble être vraiment exemplaire et potentiellement inspirant pour le sport. Enfin, je pense que le monde du cheval a beaucoup de choses à apporter au monde du sport en général, mais ça, c'est un avis personnel. Beaucoup pensent l'inverse, ouais, c'est vrai. Messieurs, sur ce plateau, il y a 3 ans, Guillaume Maupas avouait que le trot était en retard au sujet de la reconversion. On va regarder quelques photos du président le trot, Jean-Pierre Barjon, qui signe justement des accords avec les deux associations que vous avez citées, Passerelle et la Fédération française de la reconversion. À ce titre, on va avoir un entraîneur en direct avec nous, c'est Gilles Curens qui est dans cette émission. Bonjour à vous, Gilles. Super t-shirt. Avec un très beau t-shirt, ouais, comme le souligne Stéphane. Gilles, on a besoin de vous justement pour témoigner de ça, de cet aspect d'après la compétition. Est-ce que vous, récemment, vous avez assez facilement trouvé une porte de sortie à l'un de vos élèves, par exemple? Oui, tout à fait. Je vais simplement citer un cheval qui s'appelle Crazy Christiani, qui a fait une très belle carrière et qui, en fin de carrière, son propriétaire préférant le faire lui trouver une autre vie que la vie de cheval de course, puisqu'on sait qu'il y a aussi un marché pour l'étranger, pour les chevaux qui sont encore très compétitifs. Ce cheval est parti via l'association Passerelle. C'est certainement même le premier cheval que l'association Passerelle a remis en action pour autre chose que les courses. Et ça a été assez simple, Gilles, de trouver à qui communiquer et comment faire partir le cheval vers une nouvelle structure? Oui, ça a été assez simple parce que Aurélie Mallet, qui est la présidente de l'association Passerelle, a fait beaucoup de pubs entre guillemets autour d'elle. Elle a été à la rencontre des entraîneurs. J'ai été le premier sollicité, étant membre du comité du trot. Vous savez que le trot verse une subvention qui est aujourd'hui de 500 € pour l'association, pour la reconversion. Donc finalement, ça a été assez facile. Il n'y avait pas beaucoup d'entraîneurs à cette époque-là qui étaient au courant de la chose. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus d'entraîneurs tous les entraîneurs sont au courant, en fait.
Merci Gilles de nous avoir partagé votre expérience. Et justement, si vous voulez faire appel à ces associations, on va vous communiquer les coordonnées. On vous a parlé de la Fédération française de reconversion, la FFR, et aussi au-delà des pistes que Charlie a évoquées tout à l'heure, qui œuvrent avec Carole Desmets et Passerelle, que vous voyez juste là, avec Aurélie Mallet, qui a évoqué Gilles Curens. Donc l'avancée, elle a bien eu lieu depuis 3 ans et la précédente émission, effectivement, maintenant tout le monde est bien informé des portes de sortie. Il y a une vraie demande des centres équestres à l'heure actuelle pour renouveler la cavalerie de clubs. Et la Fédération française d'équitation vient vers nous aussi pour voir si on ne peut pas faire un partenariat. Donc non, il y a un marché, et tant mieux, parce que nos chevaux de course doivent retrouver une carrière après de formation. Et les écoles de la FASEC aussi, il ne faut pas oublier, dans leur cavalerie, ont souvent aussi des anciens chevaux de course. Moi, j'ai Ben de Torvik, un bon cheval qui avait gagné des quintés, qui est à l'école de Grosbois et Chevalier de Turgot. Donc, il retourne à l'école après avoir travaillé toute sa vie. Voilà. C'est terrible. Mais pour des élèves, c'est super aussi de côtoyer des bons chevaux de course qui ont une bonne carrière aussi. Il est temps, messieurs, maintenant de passer à notre 5e et dernière thématique. Le dopage, une lutte sans merci. Effectivement, on a tendance à voir dans la une des journaux, les courses sont parfois traitées via ce sujet du dopage. On va regarder cette fois-ci un sujet de vous, Charlie. Vous êtes parti vous promener à Verrières-le-Buisson, dans l'Essonne, au laboratoire des courses hippiques, en compagnie de Frédéric CH et de Céline Fouché. Merci de nous recevoir ici au cœur de la lutte antidopage des équidés. Je voudrais savoir déjà si vous êtes fier de toute l'activité ici, de ce laboratoire et pourquoi. Moi, je suis particulièrement fier de mes collaborateurs qui sont tous compétents et investis au quotidien dans leur mission de lutte contre le dopage. Et le laboratoire des courses hippiques est un des 5 laboratoires dans le monde certifiés par la Fédération internationale des autorités hippiques des courses de galop, est un laboratoire de référence de la Fédération équestre internationale. Et si on additionne ces 2 casquettes, nous sommes 3 laboratoires dans le monde à avoir les 2. Le laboratoire anglais, le laboratoire de Hong Kong et le laboratoire français. On entend souvent que ceux qui veulent frauder sont potentiellement en avance sur les laboratoires ou les organismes qui mettent en place la recherche des molécules interdites. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je vous répondrai très franchement qu'effectivement, on n'est pas certain de tout savoir tout le temps, à tout moment, et qu'il est indéniable qu'il y a un écart entre ceux qui auraient un savoir et des informations qui nous manqueraient. Mais charge à nous de raccourcir ces délais par différents moyens. Par exemple, on travaille en collaboration avec le service central des courses et jeux en France. Il me sollicite pour savoir si je connais tel ou tel type de produit, avoir tel ou tel type d'effet. Il me donne de l'information. On travaille en France aussi avec la Direction nationale du renseignement d'enquête douanière qui nous permet d'avoir accès à des produits saisis pour qu'on en vérifie le contenu et qu'on vérifie bien que ce qu'ils contiennent corresponde le cas échéant aux étiquettes ou pas, et que les molécules sont bien en screening chez nous. Des affaires récentes, qui sont toujours d'ailleurs en cours d'instruction au moment où on se parle, ont été révélées par la police des jeux à l'issue de longues enquêtes et d'écoutes téléphoniques. Je voudrais savoir si on peut parler d'un échec. L'institution des courses fonctionne sous la tutelle de l'État, ce qui implique une co-responsabilité entre l'État et l'institution, notamment sur le contrôle de la régularité des courses. Dans cette co-responsabilité, il y a donc la nécessité d'allier les contrôles opérationnels qui sont du ressort des sociétés mères à travers les pouvoirs des commissaires de course et les pouvoirs de contrôle et les pouvoirs disciplinaires. Et de l'autre côté, les pouvoirs de police qui sont ceux des autorités de l'État que bien évidemment l'institution ne détient pas. Comme dans tout process de lutte contre la fraude, il faut allier l'opérationnel, le contrôle terrain et le renseignement, l'investigation policière.
sont des échanges quasi quotidiens, sinon hebdomadaires. Cela concerne à la fois le ministère de l'Intérieur avec le service central des courses et jeux ou l'OCLAESP qui dépend de la gendarmerie. C'est aussi le ministère des Comptes publics avec les douanes et le ministère de l'Agriculture, enfin, avec la Brigade nationale d'enquête vétérinaire. Ce sont des échanges donc très réguliers sur la base d'informations qui remontent du terrain, soit par le biais d'acteurs socioprofessionnels, soit par le biais de nos équipes de vétérinaires préleveurs, soit venant des autorités de l'État, des renseignements qui leur sont parvenus pour lesquels ils ont besoin de notre part d'une confirmation, soit sur la base d'une saisie douanière avec la nécessité d'expertiser le contenu d'un flacon, etc. Tout motif est le bon et nos échanges sont extrêmement fréquents, extrêmement riches et c'est totalement nécessaire pour que cette collaboration soit efficace et productive. Nous, on est un maillon essentiel de cette lutte contre le dopage. Et puis, il y a des problèmes de la lutte contre le dopage, pas du contrôle ni des analyses, mais de la lutte. Et c'est vrai que lutter contre des substances endogènes, c'est pas que du ressort du laboratoire. Que faut-il répondre à ceux qui souhaiteraient la nomination d'une forme d'un conseil de surveillance indépendant, et c'est là le mot très important, dont le but serait d'avoir une transparence garantie des activités? Aujourd'hui, nous garantissons la transparence. Nous assumons totalement la dépendance financière du laboratoire à l'égard de l'institution. Le laboratoire œuvre au profit des propriétaires et des parieurs en leur garantissant des courses propres. Il est financé par les propriétaires et par les parieurs par le biais des sociétés mères. Donc nous assumons totalement cette dépendance financière, mais nous revendiquons une indépendance analytique fonctionnelle totale. Un prélèvement qui arrive au laboratoire ne peut pas être écarté, isolé, non traité, c'est impossible. Par le biais de la double anonymisation qui fait que lorsqu'un prélèvement est traité au laboratoire, le ou les techniciens qui le manipulent ne peuvent en aucun cas savoir à quel cheval, à quelle course, à quelle date il se rattache. Donc il n'y a pas de possibilité de manipulation. Enfin, par le stade de la déclaration de cas positif, lorsque le laboratoire informe la Fédération nationale d'une détection positive, c'est un huissier de justice qui fait le rapprochement entre le numéro transmis par le laboratoire et le procès-verbal de prélèvement, c'est-à-dire l'identité du cheval. Est-ce que c'est un problème de médication? Est-ce que c'est un problème de dopage réel avec réelle volonté de tricher? Donc c'est tout le but de l'enquête qui vient à la suite. Si nous voulions absolument un laboratoire indépendant en dehors de l'institution, il faudrait trouver une structure et un investisseur capable de le porter. Et compte tenu du niveau de technologie qui serait dans nos exigences et du volume de prélèvement que nous demanderions, nous en serions le client unique. Et donc, quelque part, il serait notre fournisseur captif et la dépendance serait encore totale. Et alors, on va recevoir sur ce plateau, et j'accueille d'ailleurs sur ce plateau le docteur Hélène Bourguignon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de biologie équine à la FNCH, donc à la Fédération nationale des courses hippiques. Alors, on a vu la fonction du laboratoire qui est de chercher ces fameuses molécules. Mais vous et vos collègues vétérinaires, vous avez également un rôle important à jouer en ce qui concerne les pratiques qui sont prohibées, interdites directement au sein des écuries. Oui, alors il y a la détection qui est faite par le laboratoire, on a vu, mais il y a des règles qui encadrent aussi tout ça, qui sont édictées dans les codes des courses. Et ces règles, elles sont très strictes. Et les professionnels, comme Stéphane, le savent très bien. Il y a vraiment des règles compliquées pour les professionnels et qui sont là pour protéger le cheval, le parieur, le propriétaire et l'élevage. Parce qu'en fait, il y a la détection, comme on le disait, mais il y a aussi des pratiques telles que certaines infiltrations qui vont être très réglementées, des traitements qui ne vont pas pouvoir être détectés, comme des traitements antalgiques, des traitements avec des appareils à ondes de choc, par exemple, qui sont interdits dans les 5 jours qui précèdent une course, certains traitements antibiotiques aussi, qui peuvent avoir d'autres conséquences, les infiltrations avec des substances endogènes, on en a parlé un petit peu dans le sujet, qui sont des substances qui font partie de l'organisme lui-même du cheval. Donc il y a notamment certains traitements à base de substances, on va parler de traitements régénératifs avec des substances biologiques, donc qui sont des dérivés du sang par exemple, qui ne peuvent pas se détecter par les techniques analytiques et qui sont des pratiques qui sont encadrées par les codes des courses et que les entraîneurs savent qu'ils ne doivent pas utiliser un certain nombre de jours avant la compétition. Voilà. Nous avons vu la police des jeux et des courses très active ces derniers mois. C'est aussi parce qu'elle a développé beaucoup plus ces dernières années le travail avec vous, équipe vétérinaire autour des chevaux et on maîtrise davantage, je dirais, des aspects physiologiques du cheval. Oui, parce que comme on vient de vous l'expliquer, il y a ce qui se détecte et on peut avoir le meilleur laboratoire du monde. Il y a des choses qui ne se détectent pas
le laboratoire et qui vont être des mauvaises pratiques, comme justement ces traitements régénératifs qui peuvent être mal utilisés, des infiltrations avec des produits qui se détectent de façon très courte et qui donc le jour de la course ne vont pas pouvoir être détectés. Et tout ça, effectivement, c'est par le biais des enquêtes policières et des investigations qu'on peut le mettre en évidence, d'où l'importance de cette collaboration permanente. Et puis, la collaboration, elle a été d'autant plus importante qu'il y a eu une évolution de la loi aussi. En 2019, il y a des ordonnances, il y a une ordonnance qui a modifié la loi qui encadre les courses, la loi de 1891, qui permet de pénaliser notamment tout un tas de choses, l'administration, le fait de faciliter justement l'administration, le fait de prescrire, ou tout ça, c'était pas pénalisé avant. Et en fait, maintenant, c'est puni, c'est susceptible d'être puni de peine de prison et d'amende. Et du coup, ça augmente évidemment la pression sur tout le monde. Et ce travail-là, il peut être permis qu'avec la collaboration de la police, des douanes et de tous les agents de l'État, en fait. Et tout ça, évidemment, pour bien éradiquer ceux qui souhaiteraient tricher, mais également, c'est une autre priorité, bien garantir le bien-être des chevaux, de nos chevaux de course, effectivement. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ça a pris beaucoup d'ampleur, hein, Sophie, ces derniers mois, ces dernières années maintenant, avec le fameux hashtag Race and Care. Hein, on retrouve ici quelques chiffres sur les différents réseaux sociaux. D'ailleurs, on voit que l'ampleur a été très importante, plus de 700 000 vues, ce fameux hashtag Race and Care, qui est repris d'ailleurs pas seulement par le monde des courses hippiques, mais également par l'équitation. Et donc, la prise de conscience, elle est vraiment générale. Et même, vous voyez, au niveau des personnalités aussi qui utilisent ce hashtag, vous reconnaissez Tony Parker avec l'écurie Infinity Nine Horses, et puis le journaliste Xavier Demoulin aussi. Charlie, il est temps déjà de se dire au revoir. Déjà, effectivement, merci beaucoup à vous, Stéphane, François et Dr Hélène Bourguignon, de nous avoir accompagnés et éclairés pour cette émission riche. On vous dit à très bientôt dans un nouveau décryptage sur le bien-être équin.